Allez, on va voir ce qui s'est passé hier. On va voir les ordres du jour. On va voir, comme d'hab, les analyses. Bulls and Beer, le tableau que j'ai mis à jour. Salut à ceux qui arrivent. L'action du jour. Et vous avez la parole. C'est là où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Alors, le tableau mise à jour. Et évidemment, on est passé baissier, mais sans surprise, depuis lundi matin, 8h00. Pour la première fois, j'avais été très agressif baissier et je me souviens bien qu'il y en avait même un qui m'avait dit pour la première fois, j'étais baissier sur le Nasdaq. Le moins qu'on puisse dire, c'est que plutôt très heureux de vous avoir averti, mis en garde, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, du fait que dès lundi matin, 8h, alors que tout le monde était plutôt positif et à l'achat, nous, on avait très clairement un biais baissier. Et depuis, tout est en train de se dérouler, tout est en train de se mettre en place tranquillement. Bref, baissier correctif pour le Nasdaq, baissier sur le dos, haussier sur l'euro-dollar, et je pense que l'on va commencer avec lui. Sur le Dow Jones, rappelez-vous, je vous parlais de cette vague 3, vague 4, vague 5. On peut considérer cycle terminé, vague 5, ce qui signifie une vague de correction en cours, j'y reviendrai. Et sur l'euro-dollar, si vous vous souvenez la dernière fois dans ce tableau Bulls and Beer, on était vague 3 potentielle, donc ça devait être il y a une dizaine de jours, où je vous avais parlé de cette vague 3 potentielle sur l'euro-dollar avec des objectifs aussi en direction des 1,0880, 1,09. Depuis 3 séances, je vous parlais d'une vague 4. Vous voyez ce qu'il y a écrit, vague 4 terminée, vague 5 déclenchée hier, notamment, bien évidemment, avec JJ Powell qui nous a fait péter tout ça. Allez, c'est parti pour la suite. Commençons donc par l'euro-dollar. L'euro-dollar, je vous rappelle, vous y voyez bien, ça marche, tout va bien, vous êtes bien installé, café fumant, ok, ça marche alors. On était vraiment dans un canal descendant, un flag descendant, une vague 4 que je vous appelle une vague 4 et je vous indiquais depuis 2 séances, 3 séances, achat sur repli car proba de faire au moins le dernier haut, voire des hauts plus hauts, très forts. Et là, pour les amateurs de SHMO, qui est une stratégie de cassure spécifique, vous trouvez dans mon livre, si vous l'avez dans les deux d'ailleurs. Très belle SHMO, très belle cassure, très propre, très efficace. Derrière, ça pète. Évidemment, ce n'est pas sur cette UT qu'il fallait la travailler. Là, on est sur l'UT d'analyse, sur l'UT de maturité. On n'est pas sur l'UT de trading. Une vague 5 peut durer aussi longtemps que l'été. Une vague 5 peut durer très longtemps. Il n'y a aucune limite à une vague 5. Aucune limite. Voilà. Donc, c'est la difficulté et le plaisir. En tant que trader, les vagues 5, c'est peut-être ce que je préfère parce que c'est à la fois des vagues très impulsives, très violentes qui nettoient, qui attirent tout le monde et en même temps, c'est l'assurance que derrière, on va avoir une correction. Donc, on peut à la fois travailler et le trend et pour les traders les plus expérimentés, le contrarien, donc s'opposer ou commencer à préparer la vague qui va faire, qui va corriger cette vague 5 et qui va revenir normalement sur le bas au minimum de la vague 4. Bref. Bon. Quoi qu'il en soit, on est sur une vague 5, donc effectivement, on va et travailler le trend, et là, il faut fixer des limites très court terme en day trading sur lesquelles se dire, OK, là, je reste dans le trend, je travaille uniquement à la hausse, et en même temps, commencer à réfléchir quand est-ce que je peux commencer à me dire que j'attaque une vague de baisse, une vague corrective, et donc en direction, comme je vous disais, au minimum des 1,0880, probablement plus bas dans les
prochaines heures, journées, semaines, je ne sais pas. Là, mais ça, je peux commencer à réfléchir au sujet. Alors, le premier élément, on peut considérer très clairement, il y a cette grosse zone des derniers sommets, aucun problème pour le retard. Et merci de vous signaler, franchement, c'est très, très agréable. Je le dis tous les jours, mais c'est parce que je le pense vraiment. Alors, non, je ne le dirai pas. J'ai plutôt l'habitude de ne dire que ce que je pense. On va se les mettre en vert. Pas pris le bon. Je vais dupliquer celui-là. Ouais. Donc ça, c'est une zone qui est intéressante. Je vais essayer de me montrer plus agressif pour vous proposer une zone, une invalidation de court terme de cette tendance. Donc, je parle bien de tendance purement intraday, vraiment type scalping. Là, je serre au maximum le mouvement. En fait, si vous voulez, ça va correspondre à des derniers hauts et au creux du nuage, couplé aussi au BSI line. L'idée, lorsqu'on recherche des niveaux, c'est toujours de coupler, et notamment avec GTAS, de coupler et avec nos indicateurs dynamiques et avec des niveaux qui, eux, ne sont pas dynamiques. Et si les niveaux ne sont pas dynamiques, généralement, ils sont horizontaux. Donc, au-delà de 1,0970, 1,0964, vous voyez, donc assez serré, je considère que c'est très haussier. Sous ce niveau-là, première petite alerte en intraday qui ne marque pas du tout le fait que le marché se retourne, qui marque le fait que peut-être on rentre dans une vague 5 moins impulsive. Et on le voit d'ailleurs, après une accélération très forte jusqu'à 20h, 20h30, on voit bien que depuis, il ne se passe plus grand-chose quand même. Fin de journée calme, nuit calme. Autrement dit, on n'est plus sur une dynamique, mais très clairement, cette zone est évidemment une zone potentielle d'achat. Sous ce niveau-là, par contre, il ne s'agit pas encore de dire que le marché se retourne violemment, mais c'est les premiers petits signaux qui pourraient nous indiquer que le marché est susceptible de se retourner. Voilà pour l'euro-dollar. Allez, on va aller voir nos indices européens, et on va voir que ça commence à booster pas mal. Même le CAC qui était à la traîne, je vous en parlais hier, c'était peut-être lui qui devait prendre le relais. Très clairement, le CAC ce matin ouvre sur un gap baissier, ouvre sous les 7200 points. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Objectifs graphiques, on les connaît depuis qu'on est passé sous les 7355, c'est un retour à 7170. Moi, c'est ce que je joue en swing là. Donc, je n'ai plus de DAX, il me reste encore du CAC. Très, très clairement baissier. Alors, comment est-ce que l'on peut travailler à l'ouverture lorsqu'on a et un gap baissier et une accélération baissière dès le Globex, dès les 10 premières minutes? Alors, là, on va être clair. En trading, ceux qui perdent, ceux qui font partie, alors je ne vais pas vous sortir les statistiques de ceux qui perdent parce que je ne veux pas vous déprimer de bon matin, et je suis là pour vous accompagner, pour vous aider et essayer de faire largement, lourdement, fortement remonter ces stats. Et les faire remonter dans le bon sens, évidemment. Et donc, une des caractéristiques de ceux qui perdent est justement de se précipiter, de vouloir trader, de courir après le mouvement. Et typiquement, là aussi, c'est lundi matin, 8 heures, le gars en face me raconte que c'est baissier, mais moi, j'y crois pas parce que tout le week-end, j'ai lu que tout allait bien et j'ai vu que tout allait bien sur mes graphiques, tout était vert, et donc je ne veux surtout pas me mettre à la vente. Et après 3 jours de baisse consécutive sur un gap baissier, une accélération de 10 minutes après l'ouverture des futurs notamment, je me mets vendeur
200 points plus bas que lundi matin 8 heures. Ça, c'est vraiment un grand classique. C'est qu'à un moment, le marché vient nous tordre. Le marché vient nous tordre et vient presque nous obliger à rentrer. C'est souvent le moment où il ne le faut pas. Donc, je ne dis pas qu'il ne le faut pas. Je dis pas qu'il ne le faut pas. Je dis juste que en trading, rater une occasion n'est jamais grave. Rentrer parce que le marché nous pousse ça est toujours très grave. Donc, petit préambule étant fait, hélas, là, personnellement, je vous dis toujours ce que je fais, hormis les positions ouvertes restantes, je n'ajouterai pas de position sur cette configuration-là. Alors, bien évidemment, on peut avoir, sur les très mauvaises journées, un démarrage de ce type et on peut aller perdre 100 ou 200 points. D'où l'intérêt de travailler sur plusieurs UT. Parce que là, la plus grosse proba reste que soit range, soit un pullback. Donc, l'idée va être simple. J'ai confirmation effectivement que tout est vert, donc tout rebond en intraday, puisque là, vraiment, j'essaye de ne vous parler que de l'intraday. Tout rebond en intraday doit être l'occasion de me positionner short. Et tant que le CAC évoluera sous les 7355, je suis très baissier. Et à court terme, oui, sur la journée, je dirais cette zone-là, donc cette zone qui a été travaillée hier, notamment en fin de journée, autour des 7270, ne doit plus être revue. Et encore une fois, voyez comment, c'est là où vraiment cette méthode est top terrible, voyez comment le nuage a vraiment encadré les cours. Vous voyez bien que là, je suis autour des 7280 et donc on va bientôt avoir une double résistance, et une résistance horizontale plus une résistance dynamique. Donc, tant que je suis sous ce niveau, je suis baissier. Après, mon job, ça va être selon les UT que je travaille. Donc hier c'était, je vous ai demandé les UT que vous travaillez. Vous avez eu, pour la grande majorité, l'amabilité de m'en donner beaucoup. Donc effectivement, si vous travaillez en 1, en 2, en 3, j'ai même eu du 8, du 12, en 5, évidemment, on doit aller chercher des stratégies sur rebond pour se positionner short. En attendant, personnellement, dans ce type de configuration, je ne chasse pas les rebonds. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, je dis que je ne vois pas l'intérêt de m'embêter à chasser contre le vent principal. Ça veut dire, quoi qu'il en soit, que la taille de la vague que je vais travailler sera plus petite que la vague principale. Donc, ça veut dire que mécaniquement, je réduis ma probabilité de gagner. Donc, je ne vois pas d'intérêt. Voilà. Objectif 7080 sous les 170, oui, bien évidemment. En gros, on le voit bien, hein, on était sur des tranches de 60-65 points. On évolue maintenant sur des tranches d'une centaine de points. Voilà. Donc, baissier sous les 7270 agressivement. Et tant qu'on ne repassera pas de toute manière au-delà des 7355, baissier. Voilà. Après, on ne se précipite pas. Alors, le DAX, là aussi, donc, le DAX hier, avant de redémarrer à 12h30 et quelques, il nous avait fait le plaisir de s'inscrire dans un triangle très très sympathique. Et le DAX, je vous parlais de cet objectif-là. Ce matin, tout simplement, très clairement, on vient le taper, on vient s'appuyer dessus. Encore une fois, on vient de dégringoler de plus de 500 points.
Donc, je ne dis pas que ça ne va pas continuer. La tendance a l'air de s'inscrire clairement dans ce sens. Aucune surprise depuis lundi matin. Est-ce qu'il faut se précipiter sur ce support qui peut être un support important? Sûrement pas. Toujours la même chose, exactement comme avec le CAC, on ne va pas changer. Je vous disais lundi, mardi, portion facile, hier plus compliqué, ce matin encore plus compliqué pour travailler le sens du marché. Après, les traders les plus aguerris, les plus scalpeurs peuvent effectivement décider de travailler cette zone à l'achat. Titre personnel, je préfère être patient et travailler sur rebond des shorts. La seule problématique qui se pose désormais est le fait que les rebonds vont être lointains. Problématique suivante, attention, peut-être qu'à court terme, puisqu'on est sur le troisième gap, alors là, je ne peux pas vous faire le cours sur les gaps, mais si vous connaissez un petit peu, il y a possibilité d'une accélération, d'un climax baissier et donc d'un rebond plus significatif. C'est vraiment ce qu'il faut surveiller. Si en day trading, en scalping sur, alors là je vais me mettre exceptionnellement en M1, si sur les UT très courtes, lorsqu'on est scalper, on commence à rebondir tranquillement, à surveiller, parce qu'effectivement, on pourrait être sur un climax. Tant que le troisième gap, celui-ci, n'est pas du tout refermé, tant que le troisième gap n'est pas du tout refermé, l'idée est claire, ça reste baissier, avec possibilité d'une accélération forte. La fermeture de ce gap sur les 16 000 points donnera l'indication, et une indication relativement forte, que les acheteurs sont en train de reprendre la main, du moins à court terme. Voilà. Et ensuite, donc, en M1, c'est là où on sera évidemment averti le plus tôt, hormis pour ceux qui m'ont dit qu'ils travaillaient en TIC, mais là, ça va être un petit peu compliqué quand même de trouver des signaux à l'achat en TIC. En M1, dès lors, si vous travaillez avec GTAS, que tous nos indicateurs repasseraient vert, ça voudrait dire effectivement qu'on est en train de commencer à diffuser. Oui pour les 15 750, oui pour les 15 730 et probablement plus bas encore, Richard, en ce qui me concerne. Après, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, il ne faut pas changer d'état d'esprit. Il faut pas se mettre vendeur jeudi matin après avoir refusé de vendre lundi, mardi, mercredi, lorsqu'il fallait le faire. Voilà. Pour cette fin de semaine, je ne sais absolument pas. Je ne sais pas. Voilà. Allez, allons voir les États-Unis. Alors, les marchés américains, là aussi, très clairement, sont toujours très bien impactés. Alors, voilà. Si je recule, on était bien sur ce cycle baissier. Alors là, on peut considérer pour le moment qu'on attaque une première vague de baisse. Le plus probable, en jaune, ça le fait, serait désormais dans cette zone-là, serait non pas un retournement haussier, mais une vague corrective haussière, qui marquerait justement le fait que l'on s'inscrit pour les prochaines semaines dans une tendance plutôt baissière. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut surveiller. Et moi, c'est vraiment ce qui va m'intéresser.
Donc, vraiment surveiller un rebond significatif. Une vague B, ouais. Vague B. Déjà. Bon. Après, exactement comme ça, c'est, je dirais, le plan le plus facile, le plan le plus évident, ce qu'il faut surveiller. Le plan le plus évident, il n'est pas du tout évident que ça se fasse sur la journée. Ce plan-là, ça peut se faire en plusieurs journées. Et de la même manière qu'hier, je vous parlais que si le DAX enfoncé, pété, cassé, passé sous ses supports, j'en ai plus d'autres, passé sous ses supports, il y aurait une accélération, c'est exactement ce qui s'est produit. Mais on peut considérer avec le Dow Jones, là aussi, puisqu'on est vraiment sur une zone d'achat. On est sur une zone d'achat autour des 33 800 points, zone d'achat qui a très bien fonctionné. Ça signifie que si jamais on passe sous cette zone, toujours mon idée principale, jouable en cassure pour les traders les plus expérimentés, jouable sur le pullback qui doit suivre la cassure dans à peu près 2/3 des cas, des fois un petit peu plus. Une cassure de cette zone signifierait très clairement une accélération baissière et dans le fait que l'on intègre brutalement le message de Jérôme Powell. Attention, Jérôme Powell n'a pas dit grand-chose d'autre que ce qu'il raconte depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Moi, ça fait juste plusieurs mois que j'explique que les investisseurs, et ce n'est rien de grave, les investisseurs n'entendent ou n'écoutent que ceux qui veulent bien entendre. Autrement dit, vous avez un banquier central qui très clairement a perdu la confiance des gérants, des investisseurs, des financiers, parce que durant très longtemps, ils ont refusé de voir l'inflation. Donc maintenant, la crédibilité, une fois qu'on a perdu la crédibilité, c'est toujours très compliqué de la retrouver. Et donc, ils ont beau raconter qu'ils vont taper sur l'inflation en remontant les taux ou qu'ils vont essayer de taper sur l'inflation en remontant les taux, les investisseurs ne les écoutent pas. Et hier, ils ont plutôt entendu le message. Alors, Jérôme Powell a eu, dans ce fameux effet qui se coule dont je vous parle si souvent, a eu hier une première chance aussi au grattage et ce soir, puisqu'il va recommencer un discours, il va avoir une deuxième chance au tirage, donc on va voir. Là, c'est très clair parce que lorsque les banquiers centraux ont l'œil sur l'inflation, mais ils ont l'œil sur les marchés financiers, très clairement. Ils ne le disent jamais, mais ils ont l'œil dessus. Et s'ils considèrent que les marchés ont réagi comme ils le voulaient, il va rester relativement neutre. S'ils considèrent que les marchés ont plutôt baissé alors qu'ils ne voulaient pas, il va être moins hawkish, moins faucon, moins agressif, si vous voulez. Et s'ils considéraient que les marchés n'ont pas suffisamment mal réagi, si je puis dire, ils pourraient être plus faucon, plus hawkish. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il faut surveiller dans le discours de cet après-midi, plus les quelques stats que nous avons. Bref, voilà, très clairement, nouvelle séance de banquiers centraux en attendant, mais on est sur des supports, on est plutôt baissier. Le Dow Jones aura vocation à casser ce support dans les prochaines heures, journées, donc c'est à surveiller. S'il le casse de suite, c'est jouable. S'il ne le casse pas de suite, on passe à mon premier plan qui est un pullback se met en place et je vais vendre sur rebond car désormais, je suis dans une phase de vague corrective au choix et donc je dois travailler principalement baissier. Après, encore une fois, tout dépend de votre manière de bosser sur support, sur un mode scalping. On peut se permettre des choses à l'achat, bien évidemment. Plus on est expérimenté. ETE depuis le 10-6.
Ça fait longtemps que je ne vous parle pas d'une ETE. Il faudrait que l'on rebondisse là, effectivement. Donc, si on rebondissait, après, on n'a pas une forme très sympathique. On n'a pas une forme très sympathique, honnêtement, même si la première épaule serait elle-même une ETE. Donc, moi, je ne vais pas coller le commentaire. Bien d'accord sur le dos, vague corrective d'amplitude de plus ou moins 500 points selon mes fibos. Ok, ça marche. Merci, Richard. Si rebond US, probable rebond Europe, non. Les marchés sont quand même très décorrélés. Alors, et cette année, tout particulièrement, il y a une grosse décorrélation entre les marchés. Donc, de toute manière, mon scénario principal, on est sur des supports. Si on ne rebondit pas sur ces supports, ça va pouvoir être sanglant derrière. D'accord? Donc, je préfère prévenir. Là, on arrive sur des niveaux, si les acheteurs ne se... Il y a 3 jours en arrière, tout le monde était positif. Tu perds 3, 4, 5%. Si tu n'achètes pas à 3, 4, 5%, ça veut dire que la situation est plutôt risquée. Ensuite, voilà. Ne crois-tu pas que Powell surveille l'éventuelle détente des taux à court terme par rapport à sa politique monétaire restrictive? Il peut surveiller les taux, oui. Il surveille surtout beaucoup de facteurs, mais les marchés financiers, très clairement, alors que ce n'est pas du tout dans leurs attributions, il suffit de voir depuis 15 ans comment à chaque fois qu'un petit mot enrhumait les marchés, comment tout de suite les banquiers centraux en général venaient rectifier le tir. Et pour les plus anciens, même si c'est assez récent, c'est 2018. Alors, si je ne m'abuse, Jérôme Powell a pris ses fonctions en novembre ou décembre 2018. Première réunion décembre 2018, ne m'en veuillez pas si je me trompe sur les dates, mais normalement ça doit être ça. Première réunion fin décembre 2018, en gros, il dit j'augmente les taux et les marchés, rien à cirer. Les marchés se cassent la gueule. Regardez les marchés américains, 3 jours après, donc presque à Noël, je veux dire, il dit ne vous inquiétez pas, je vous ai compris, comme dirait l'autre. Voilà. Et donc, depuis maintenant plus de 4 ans, Jérôme Powell a vraiment un œil rivé très clairement sur les marchés, comme ses prédécesseurs le faisaient aussi. Voilà. Allez. Le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, ça, c'est vraiment, ça, c'est ce qui m'intéresse. Et je vous le montre, parce que alors, le Nasdaq, je veux pas, voilà, je vous rappelle quand même que depuis 3 jours, on est baissier. Je suis baissier pour la première fois depuis le 3 avril. Je vous ai envoyé un signal short sur le Nasdaq. Et depuis, très clairement, le Nasdaq baisse pour la première fois, clairement, depuis le 3 avril. Bon, je dis le 3 avril puisque c'est là où nous avons commencé cette matinale. Et ce dont je vous parle, les scénarios dont je vous parle, les scénarios qui m'intéressent, alors là, c'est un petit cours de trading, je dirais, très rapide quand même, c'est je break, j'accélère, je peux jouer effectivement à la cassure de cette zone. Je pense qu'en vert, ce n'est pas top. Je ne sais pas pourquoi il me change la couleur. Voilà. Et si j'ai un pullback en inversion de polarité, support, anciennement support, qui devient
résistance, notamment pour les plus débutants. Alors, je vous fais un joli, je ne sais pas quoi. J'ai ici un magnifique signal baissier utilisable, efficace, qui marche très, très bien. Ça, c'est vraiment le genre de signaux dont je vous parle depuis ce matin dans cette idée-là. C'est vraiment ce que je vais rechercher et on peut le rechercher sur toutes les UT. On n'est pas obligé que les indices remontent de 200 points. Donc, on voit bien que ça paye, on voit bien que ça paye bien. Après, on voit aussi quoi? On voit aussi que le Nasdaq vient s'appuyer sur la zone support que je vous avais donnée il y a maintenant plusieurs jours, comme quoi tant qu'on serait au-dessus de cette zone, je restais acheteur. Voilà, on est en train de s'appuyer dessus. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment regarder ce qui va se passer. Si ça break, très, très clairement, il faudra aller chasser la zone suivante. C'est pratiquement 220, 230 points sous les niveaux support. Donc, il y aura aussi là de quoi faire. Si ça tient, on peut rester vendeur, mais il faut juste essayer de ne pas vendre agressivement le support, bien évidemment. C'est toujours ce jeu subtil entre le sens, je le connais, je cherche maintenant les bons niveaux. C'est pour ça que je vous ai montré il y a 2 minutes ce niveau-là qui me semble vraiment très intéressant et très important. Donc, encore une fois, si je résume sur les indices, on est baissier depuis lundi matin, très clairement, en anticipation et ça a très bien payé. On est jeudi matin, on arrive maintenant sur tous les indices que l'on a regardés, que l'on a vus, arrivent sur des supports qui peuvent être très importants. Aucune assurance que ces supports cèdent à court terme. Plus tard, la proba qui cède est très forte. Donc, sur la journée, il y a possibilité de rebond sur ces zones. Donc, il faut se montrer, si ça break, on peut accompagner les mouvements, toujours prudemment, toujours avec des stops. Et après, c'est bien évidemment une question de gestion du risque. Quel est le niveau auquel vous placez vos stops? Quel est le risque que l'on engage sur les positions que l'on ouvre? Et là, on retrouve toute la problématique complète du trading. Allez, le pétrole. Alors, le pétrole nous joue à ce range, sur le pétrole, je ne dis pas de bêtises, nous joue toujours ce range avec le double bottom dont je vous parle depuis plusieurs jours maintenant, mais un double bottom qui ne s'enclenche pas, mais on reste plutôt haussier, non affirmé. Voilà, donc ça continue, ça reste haussier. Est-ce qu'à un moment, ça peut déclencher? Et on voit bien que, voilà, que la discussion autour des taux a fait que ça a bougé, que ça tient. Là, on voit bien qu'à court terme, je suis dans une configuration qui ressemble un peu très clairement à un petit flag, canal descendant. Relativement propre, hein, je veux dire, c'est voilà, il est court, mais il est propre. Et dans ce type de configuration, et tant que tout reste vert, très clairement, de la même manière qu'on l'a vu sur l'euro-dollar, mais tout repli dans cette zone peut être l'occasion de acheter. Toute cassure, tout break, 7240 peut être l'occasion de jouer la cassure pour l'accélération. Alors, je serai moins affirmatif que sur la configuration identique que je vous présentais depuis 2-3 séances sur l'euro-dollar, puisque sur l'euro-dollar, le cycle était clair et j'étais sur une dynamique claire pour moi. Là, je vous dis qu'il y a cette configuration qui peut nous envoyer vers les 73,50 sans aucun problème. Je parle du double creux, du double
bottom, mais je parle aussi de manque de dynamique. Donc, c'est à surveiller. Ça peut être à jouer, mais plus prudent. Voilà. Analyser sur des horaires de nuit. Lui, je laisse full. Lui, je laisse full. Voilà. Et l'or, toujours en train de nous jouer désormais une configuration où c'est plus trop où il se situe très clairement. Mais par contre, ce qui va m'intéresser sur l'or, c'est ce qui va se produire maintenant, potentiellement dans les prochaines heures. Pourquoi? Parce que là, sur l'or, on est bien d'accord, hein, ça fait plusieurs journées maintenant que l'or évolue dans des signaux différents. Je marque bien les zones, puis derrière, je ne sais plus trop où je vais. Donc, bon, bref. Mais là, par contre, il nous offre potentiellement un signal de retournement, potentiellement un signal d'inversion qui pourrait être très intéressant. Donc, je pense que sur surligneur jaune, sur le rouge, ça va le faire. Ce signal c'est une stratégie de type PD fail. Ok, je recommence. C'est une stratégie de type BD fail avec un V-bottom, avec un refus de casser et surtout avec 1, 2, 3 et 4 ombres basses significatives et surtout avec un chandelier de type long legged, voire un chandelier de type marteau, voire doji dragonfly pour ceux qui connaissent. Là, je vous les fais tous. C'est pour vous mettre, c'est pour faire du teasing pour le webinaire que je vous ai promis sur les chandeliers japonais. Donc là, on est vraiment sur une configuration très intéressante où on peut avoir marqué un point bas. Là, ce qu'il y a de très intéressant sur ces configurations, c'est quoi? C'est pas le taux de réussite, honnêtement, je ne le connais pas. Là, je ne le connais pas. J'ai beaucoup de références et de statistiques. Là, celui-là, je ne le connais pas car il est vraiment toute la configuration qui précède est relativement complexe. Donc, mais ce qui est certain, c'est que si jamais ça venait à déclencher, j'aurais un stop relativement court entre 12 à 15 points, on va dire, selon le niveau sur lequel je rentre, puisque le stop sera évidemment sur le bas. Je vais trop vite, donc je préfère vous le signaler. Et le potentiel pourrait être assez colossal parce que si c'est un point bas, si c'est un début de cycle, à ce moment-là, ça peut faire 100, 150 points. Donc ça peut offrir des risk-reward de 7, 8, 10 sans aucun problème, sans aucun souci. Donc, je sais pas, j'aime bien vous donner les stats, les probas lorsque je les ai. Lorsque je les ai pas, ben, je vous dis, j'ai pas. Je vais pas vous inventer des probas ou des stats si je les ai pas. Puisque tout à l'heure, vous me parliez d'une ETE, ça fait longtemps. Moi, je vais vous parler d'une ETEI potentielle. Ici, on a une configuration qui peut être assimilée sans aucun problème à une ETEI. Voilà. Bon, là, j'aurai ma première épaule. Deuxième, hop. Première épaule, tête. Ceci est une tête.
et deuxième épaule en constitution. Donc, surveillez bien évidemment le fonctionnement. Premier signal sera le break, la cassure du nuage. Et voilà, le contact autour des 1934-1935. Le signal, premier signal sera à ce niveau-là. Donc, surveillez cette configuration sur l'or. Encore une fois, j'ignore, je ne sais pas, mais très clairement, il faut la surveiller. Des questions sur tout ça ou pas? Scénario très propre. On le laisse, on verra bien si ça se fait ou pas, mais je laisse cette hypothèse. Après, encore une fois, c'est le marché qui va décider. Il y en a de partout. Il y a une promo de TEI le mois dernier acheté par les opérateurs. Excellent, 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 excellent. Merci Cyril. Toujours aussi clair, très clair. Merci Agathe. Non, c'est clair. Merci Arnaud. Merci François. Très clair. OK, 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 OK. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'avais eu une ou deux questions au début. Donc, n'hésitez pas à me les reposer parce que moi, je ne peux pas remonter sur les commentaires. Et on attaque de suite pour l'action du jour. Alors, je vous propose Palo Alto Networks. Peut-être que vous ne connaissez pas, c'est de la cybersécurité. Cybersécurité très importante. Et c'est en mode fusion, hein, puisque depuis le début de l'année, ça fait près de 100%. Et donc, la question que l'on doit se poser sur ce type de valeur, c'est est-ce que je dois acheter une action qui vient de faire plus 100% en moins de 6 mois ou près de 100% en moins de 6 mois, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'achète des valeurs qui ont fait moins 30, moins 50%. Alors là, la réalité fait que, hélas, notre esprit humain croit qu'une action est en solde lorsque une action a perdu moins 30 à moins 50%. La réalité, c'est tout à fait l'inverse. Une action qui perd 30, même 10%, 20%, 30% plus depuis janvier, c'est tout simplement une action dont les investisseurs ne veulent plus, une action dont les gérants ne veulent plus, une action dont les analystes ne veulent plus ou que les analystes dénigrent ou nous expliquent que la valeur ne sortira pas les résultats qui sont, ou une valeur qui ne délivre pas les résultats que nous attendons. Alors qu'une action qui fait plus 100% en 6 mois, est une action déjà que les investisseurs veulent, c'est clair. Alors après, on peut étudier, est-ce qu'il y a une bulle? Est-ce que l'action est trop chèrement valorisée? Après, il faut s'entendre sur la manière de valoriser les actions. Alors là, on rentre dans de la véritable finance, etc., etc. Mais dans tous les cas, à titre personnel, pour faire les actions, je gagne beaucoup plus avec les actions qui ont fait plus 100% qu'avec les actions qui ont fait moins 30%. Je peux vous le prouver quand vous voulez. D'ailleurs, j'achète rarement les actions qui ont fait moins 30%. Donc, là, c'est ce qui m'intéresse. Après, petit préambule réalisé. Après, la question qui suit est est-ce que je me précipite parce que tout le monde se précipite? Là non plus, je ne fais pas. Comme je vous le disais pour la partie trading, lorsqu'on parlait des indices ce matin, je ne cours jamais après une action. Je m'intéresse à une action dès lors que les gérants, les investisseurs me montrent que cette action les intéresse, mais très clairement, je vais acheter sur repli. Je dois chasser, je dois chercher des zones, des niveaux sur lesquels je vais pouvoir me projeter, sur lesquels je peux me dire à ce niveau-là, j'achèterai cette action à condition évidemment que ses fondamentaux n'aient pas changé. Donc j'espère là que je suis clair. D'ailleurs, Philippe me dit, je m'en suis toujours voulu de ne pas acheter celle qui avait fait 100%, voire plus,
sachez-le, les actions qui performent le plus sont celles qui ont le plus performé. Ce sont juste des entreprises qui délivrent des résultats, qui ont une forte croissance. Celles qui ne font rien, hormis quelques très rares cas, c'est parce qu'il y a des gros problèmes de management, de chiffre d'affaires, de bénéfices, de dettes, de tout ce que vous voulez, mais ça ne va pas. Bon, alors, la grosse zone d'achat, évidemment, serait un retour sur les 200. Un retour sur les 200, ça ferait une baisse de 17-18%. Dans le contexte actuel, c'est juste possible. C'est juste possible. Voilà. Donc, surtout que je constate que là, que j'ai pour, là aussi, teasing pour le futur webinaire sur les chandeliers japonais. Je finis là avec une configuration en 3 ou 4 soldats blancs et j'attaque par une configuration assimilée à 3 corbeaux, autrement dit 3 chandeliers baissiers, dont la probabilité que l'on rentre dans une vague baissière dans les prochaines journées est très forte. Première zone intéressante à surveiller, ça sera autour des 215-220. 215-220. Autrement dit, une dizaine de pourcents de baisse sur les niveaux actuels. Donc tout simplement, là aussi, exactement comme hier, valeur que l'on place en surveillance à l'achat, mais pour les prochaines journées ou les prochaines semaines. Alors, les actions, je vous les montre qu'à moyen long terme, on est sur des UT jours. À titre personnel, là aussi, je fais très peu d'actions court terme. Voilà. Donc, voilà pour cette action. Est-ce que vous avez des questions en général, autres ou pas? Dites-moi tout. Tu avais parlé d'un tel qui depuis a fait son break, son pullback, et c'est une action qui reste en surveillance où la donne et le timing ont changé. Ça n'a pas changé pour du long terme. Après, encore une fois, je ne donne aucun conseil d'achat ou de vente, ni de recommandation. Après, je vous dis, moi, ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Tu utilises Fibo pour les actions. Je peux utiliser Fibo pour les actions. Merci, oui, c'est de l'analyse et tout, voilà. Vraiment, merci Bernard pour la qualité de tes analyses quotidiennes. Merci pour le commentaire, Bertrand, c'est très gentil. Alors, voilà. Quand tu prends plusieurs positions sur le même instrument, c'est CFD, CFD futur, futur ETF. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Je veux dire par là, je peux prendre, j'ai 2 comptes CFD en l'occurrence. Donc, je peux faire du CFD sur des petits comptes. C'est plutôt pour des tests, etc. Parce que je m'amuse. Après, 80% de mes positions, personnellement, c'est du futur. Voilà. Et après, des ETF, notamment baissiers, évidemment, pour couvrir les portefeuilles. Oui, il y a une corrélation très claire entre le pétrole, mais toutes les matières premières en général et le dollar, effectivement, dominique. Voilà. Si vous voulez, moi, je considère que pour faire un trader gagnant efficace, on ne peut pas faire que du day trading ou du scalping. Il faut faire du day trading, du scalping, il faut faire du swing trading, il faut faire de l'investissement, il faut faire de tout. Voilà, il faut faire de tout. Si on ne fait pas de tout, je considère, alors, c'est un mot que j'aime pas, donc je cherche, on n'est pas complet. Voilà, je ne veux pas employer un mot qui est péjoratif, on n'est pas complet si on ne fait pas de tout. On est un trader complet, notamment si on veut vivre de son trading, mais aussi si on veut avoir une activité sérieuse à condition de faire du moyen terme, du long terme, du court terme, des actions, des ETF. Après, il faut commencer par quelque chose. Donc, lorsqu'on débute, si vous êtes débutant, vous y allez doucement. Il me semble avoir entendu dire qu'on ne travaille pas une zone travaillée la veille. C'est bien ça.
Alors ça, celle-là, je ne la connais ici. Voilà. Après, moi, je vous dis ce que je fais. Moi, je vous dis comment je le fais et je vous dis comment je trade. Voilà. Donc, pas nécessairement, des fois, on entend des choses, comme dirait l'autre, on ne sait pas trop. Ok, allez, il est -5 quand même, donc il faut y aller. Une journée qui risque d'être encore très importante. Donc à demain matin, 8 heures. Portez-vous bien. Excellente matinée, excellente journée. Tradez bien. Merci beaucoup pour votre enthousiasme. Merci beaucoup pour votre participation. Franchement, c'est du plaisir. Ciao!